Alors, on reprend le cours sur les produits scalaires et les espaces vectoriels. La fin du 7.3 qui concerne le lien entre les endomorphismes orthogonaux et les matrices orthogonales. Soit A appartenant à Mn de R et Fa, l'application dite canoniquement associée, à savoir K exposant n dans K exposant n qui a un x associe A fois grand X. Vous savez que la base canonique de K exposant n, que je répète quand même, E1 jusqu'à tac ici un EI, ici un EN, avec et on va écrire tout de suite, est orthonormal. Est orthonormal pour le produit scalaire. Pour le produit scalaire usuel ou canonique, comme vous voulez, les deux mots sont canoniques de Rn. Oui, d'ailleurs, ici, le K est un R, puisque Rn. Ici, je mets une petite étoile pour expliquer, et ici, j'écris ce que ça veut dire. Deuxième petite étoile. Petite étoile dit que EI, c'est des zéros partout, un 1 à la ligne I. Et deux étoiles dit que pour x égale x1, x2 jusqu'à xn et y égale y1, y2 jusqu'à yn, le produit scalaire de x avec y, c'est transposé de grand X fois y, c'est aussi, si vous préférez, la somme pour k égale 1 jusqu'à n des x k yk. Alors, on peut appliquer le résultat de cours. Le résultat vu, à savoir, quel résultat? Citez-le-moi. Le résultat s'applique car la matrice de FA dans la base bêta C est... Non mais pour l'instant on ne sait pas. Ça c'est ce que je vous ai expliqué en fin de séance la dernière fois. Est-ce que tout le monde l'a bien compris? D'accord? Bon, alors maintenant vous pouvez répondre à la question. La matrice de FA dans la base canonique est 1. Alors, ce que je veux dire, Ilona, c'est que ici j'ai pris quelconque humaine. D'accord? Donc on a donc car ça, on a donc maintenant on applique le résultat de cours, c'est-à-dire A est orthogonale, A est une matrice orthogonale. Alors, on a donc pour A, et je vais en faire une proposition, ça sera plus facilement. On a donc pour A appartient à Mn de R et Fa qui va de Rn dans Rn, x donnant à x. Le résultat suivant, A est une matrice orthogonale, et ça s'écrit A appartient à ON de R, si et seulement si FA est un endomorphisme
orthogonal. Et ça s'écrit, je vous écoute, FA appartient à grand O de R exposant N. C'est mieux quand il y a eu une répétition en TD, j'ai l'impression. Allez, voilà le résultat. Tac. Disconnected. La connexion est trop faible pour que ça marche. Disconnected. Bon. Excusez-moi, vidéaste, pour cette grossièreté. 7,4, c'est déterminant d'une matrice orthogonale. Non, pas vidéaste, regardeur de vidéo. Les vidéastes, c'est nous. Déterminant d'une matrice orthogonale. Alors, virgule d'un endomorphisme. Orthogonal. Alors, les titres, on avait pris l'habitude de les souligner. On va continuer. La propriété, c'est la suivante. Est-ce que vous avez une idée d'abord? A priori, quel peut être, à votre avis, le déterminant d'une matrice orthogonale? Proposition. Donc, E, depuis le début, est un espace vectoriel euclidien. Alors, je donne deux versions de la propriété, soit A, si A est une matrice dans ON de R, le déterminant de A, et puis évidemment, si F appartient à O de E, E est un espace vectoriel euclidien de dimension n, le déterminant de petit f. Alors, la réponse c'est, est-ce que vous avez une idée? Ça n'a que deux valeurs possibles. Oui, 1 ou moins 1. Moins 1 ou 1. Preuve. Je vous écoute. Preuve. Si A appartient à ON de R, quelle est sa principale caractéristique? C'est la définition. Hein. Transposé de A. A égale IN. Donc, en appliquant le déterminant à cette double inégalité, ce produit à gauche et IN à droite, déterminant de transposé de A multiplié par déterminant de A égale déterminant de IN. Mais quel est le déterminant de transposé de A? Déterminant de transposé de A, ça vaut déterminant de A. Bien sûr, déterminant de IN vaut 1. Et donc, d'où déterminant de 1, le tout au carré égale 1. Et comme c'est un réel, et déterminant de A appartient à moins 1. Deuxièmement, soit F, si F appartient à grand O de E. Je vous rappelle que E est un espace vectoriel euclidien pour un produit scalaire que depuis le début du cours sur les produits scalaires on appelle crochet. Pourquoi son déterminant lui aussi c'est moins 1, 1? Parce que le déterminant d'un endomorphisme, c'est le déterminant de sa matrice sur n'importe quelle base. Est-ce que vous vous souvenez que j'ai prononcé cette phrase dans une des vidéos précédentes? Le déterminant, on va l'arrêter, non? Brieux? S'il n'y a pas de signal, il n'y a pas de signal. Est-ce qu'il y a encore des gens... Est-ce que Riouette
Rian, il était prêt. Il était prêt. Il était même connecté avant moi. Mais ça, c'est bête parce qu'il fait vraiment beaucoup d'efforts pour suivre toutes les séances. Et c'est bête que la technique suive pas, quoi. Et fais voir ce qu'on voit, nous. C'est ça qui filme ou c'est ça? C'est elle, normalement. D'accord. Tu m'as vu temporairement, bien de face ou pas? Non. C'est dommage que la technique ne suive pas. Bon, on fait une petite... Je te couperai au montage. Je couperai ton intervention vidéo au montage. Et je reviens à ma question. C'était quoi ma question? Pourquoi le déterminant de f, c'est lui aussi plus ou moins 1? Alors, je réponds à ma propre question. Comment vous j'en pose une autre en fait. Comment vous calculez le déterminant de f? Je vous donne un endomorphisme, comment vous calculez son déterminant? Vous prenez une base, n'importe laquelle, vous écrivez la matrice de ce déterminant, et le déterminant de la matrice, c'est le déterminant de l'endomorphisme. Mais là, qu'est-ce qu'il suffit de choisir? Mais il n'y a pas de base canonique dans E. A, c'est une matrice. On vient de faire référence ici à un résultat du cours qui fait un lien entre endomorphismes orthogonaux et matrices orthogonales. Pour que ce lien ait lieu, il faut choisir une base orthonormale. Donc on choisit une base orthonormale. On choisit une base bêta de E qui soit bêta de E orthonormale. Attention, c'est pas comme tout à l'heure. E, c'est n'importe quel espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire. C'est pas forcément Rn. Vous disposez pas d'une base dite canonique. Ça peut être une base de polynôme, ça peut être une base de fonction, ça peut être une base formée de, vous voyez ce que je veux dire, de suite, des choses comme ça. Donc il n'y a pas de base canonique, il faut en prendre une qui soit orthonormale. Au besoin, vous l'orthonormalisez. Alors, vous savez que det de f, c'est det dans la base bêta de la matrice de... C'est le déterminant de la matrice, on va l'écrire mat, dans la base bêta de petit f. Or, et c'est pour ça qu'on peut conclure, or, ici, et pourquoi on peut conclure? Parce que on a à la fois f est un endomorphisme orthogonal, B est une base orthonormale. Donc le résultat de cours dit que mat dans la base bêta de petit f est dans ON de R. Donc le déterminant de cette matrice dans la base bêta de petit f appartient à moins 1, et vu l'égalité qui est là, c'est le déterminant de f qui est entre moins 1 et 1. Alors, on va donc, à partir de ce résultat, séparer les matrices orthogonales en deux parties. L'ensemble des matrices orthogonales, on va les scinder. On va appeler ça les matrices spéciales orthogonales. Alors, définition. Avec un S et notation. Définition et notation. Alors, bon, les définitions et les notations sont un peu distinctes. Soit A appartenant à ON de R. Si déterminant de A égale 1, on dit parfois, on dit que A est une matrice orthogonale positive. On dit que A est une matrice orthogonale positive. Attention, ça ne veut rien dire, hein.
Vous écrivez pas supérieur ou égal à 0. Ça va qu'après le mot orthogonal pour le différencier. Et on pose. Alors, il y a deux notations dans votre poly. Il y en a une que moi je préfère. C'est S. S-O-N de R. L'ensemble des matrices A appartenant à O-N de R, dont le déterminant vaut 1. Ou bien O plus N de R égale, ou bien, c'est la même définition, A appartient à O-N de R, c'est juste la notation qui change. Déterminant de A égale 1. Dans le premier cas, donc là on dit c'est juste, ça n'a pas de nom particulier, ça c'est l'ensemble des matrices orthogonales positives. Vocabulaire, je vais ici une petite étoile. Et je réponds à étoile. SON de R et le groupe spécial orthogonal dans Mn de R. Groupe spécial orthogonal dans Mn de R. Tout de suite, ça vous dit quoi ça? Ça vous dit que c'est un groupe, quoi. Si on l'appelle groupe, c'est que c'est un groupe. Proposition ON de R égale ON plus de R, donc SON proposition. SON de R, notation numéro 1, égale O plus N de R, est un... Alors, un groupe, pourquoi? Est un groupe... Pourquoi? Preuve. Hop. La preuve, je vous écoute. On sait que ON de R est lui-même un... vous aviez fini? Ouais. Donc on sait que ON de R soit est un groupe. Vous savez ça? Le produit de deux matrices orthogonales est orthogonal. L'identité IN est orthogonale, et si une matrice est orthogonale, elle est inversible, et son inverse est orthogonale. D'ailleurs, c'est sa transposée. Bon, eh bien, il suffit de vérifier que SON de R en soit un sous-groupe. C'est-à-dire que pour A et B dans SON de R, qu'est-ce que l'on va calculer? Bon, d'abord, A et B, on a A et B dans ON de R, donc AB appartient à ON de R. De plus, déterminant de AB égale déterminant de A multiplié par déterminant de B, mais le déterminant de A, puisqu'on est dans SON, ça vaut 1, ça vaut 1, et donc tout vaut 1. Alors, si vous avez en même temps AB appartient à ON de R et déterminant de AB égale 1, ainsi AB appartient à SON de R. Qu'est-ce qu'il reste à montrer? Oui, pour A dans
SON de R. On a A dans ON de R, donc A appartient à ON de R. Ça vous va? A moins 1, alors ça existe, pourquoi? A moins 1 existe car SON de R est inclus dans ON de R qui lui-même est inclus dans GLN de R. Donc si notre matrice elle est là, elle est là, elle est là, si elle est là, c'est qu'elle est inversible. De plus, quel est le déterminant de A-1? 1 sur déterminant de A, mais ça fait 1 sur 1, et 1 sur 1, ça fait 1. Donc A-1 existe, et remarque, de plus, rappel, A-1 égale transposé de A appartient à ON de R. Donc vous avez A-1 qui est en ON de R et son déterminant c'est 1. Ainsi, A-1 est dans SON de R. Conclusion, SON de R est stable à la fois par la multiplication et par l'inversion. On a peut-être été un tout petit peu vite, comme pour tous les sous-groupes ou sous-espaces vectoriels. Il y a quand même une précaution à prendre au départ, c'est pas vide. Alors, y a-t-il des matrices spéciales orthogonales? Laquelle? IN. IN appartient à SON de R, point d'exclamation, et SON de R n'est pas vide. Et SON de R n'est pas vide. Alors, attention, parce que je vous laisse prendre ça. Est-ce que les autres, celles qui sont dans ON de R sans être dans SON de R, là, pour le coup, la notation ON- de R est pas mal. Est-ce qu'à votre avis, elle forme un groupe? Autrement dit, la partie de ON de R formée par les matrices de déterminant 1 forme un groupe, pour la loi plus. Ma question, c'est, qu'est-ce que c'est? On pose, alors, c'est là que la notation est peut-être pas mal, ON- de R. Alors, si vous en avez l'habitude, c'est ON de R, toutes les matrices, privées de SON de R. Ça vous va? Et ça, c'est quoi? C'est les matrices A appartenant à ON de R et vérifiant déterminant de A égale moins 1. Et là, je mets, attention, cet ensemble est ou n'est pas? N'est pas un groupe pour fois. Quelle en est la raison? Eh bien, ici, les deux déterminants font moins 1, le produit des deux, ça fait 1, et donc la matrice, elle est spéciale. Orthogonale. Une remarque après cette attention. Est-ce que vous vous souvenez d'un exercice qui crée le groupe spécial linéaire de R? C'était l'ensemble des matrices A appartenant à Mn de R. Oui. Tel que déterminant de A égale 1. Vous vous en souvenez de cet exercice? Et on avait montré que SLN de R virgule fois était un sous-groupe, est un groupe. Comment on l'a fait? C'est un sous-groupe
sous-groupe de GLN de R pour la loi fois, hein, bien sûr. Alors, si on avait fait l'exo, est-ce que vous voyez que la preuve aurait tenu en une ligne? Connaissant ce résultat, la preuve tient en une ligne, tient en une égalité. C'est quoi? SON de R égale ben non. Toutes les matrices de déterminant 1 ne sont pas orthogonales. Alors ça, attention. Hein. C'est pas parce que j'ai dit que les matrices orthogonales ont toutes des déterminants égales à 1 ou moins 1 que toutes les matrices de déterminant 1 ou moins 1 sont orthogonales. Surtout pas. Surtout pas. Hein. Donc, il y a ON de R dedans. Et parmi celles qui sont dans ON de R, on veut celles de déterminant 1. On n'enlève pas, on fait... C'est quoi une matrice de SON de R? Et d'ailleurs, c'est pour ça, en gros, que ça s'écrit comme ça. Si elle est dans SON de R, c'est parce qu'elle est dans ON de R et en même temps dans SLN de R. Donc évidemment que c'est l'intersection. Et qu'est-ce qu'on sait de l'intersection de deux groupes? L'intersection de deux sous-groupes est un groupe. Autrement dit, ça c'est un sous-groupe de GLN fois, ça c'est un sous-groupe de GLN fois, donc ça c'est un sous-groupe de GLN fois. Donc si on avait fait le TD, la preuve tient en une égalité. Car l'intersection, rappelle l'intersection de deux sous-groupes de GLN de R pour la loi fois est encore l'un de ces sous-groupes est encore un sous-groupe de GLN de R pour fois. Ça vous va? Bon. Alors, ça, c'est un peu long à écrire. J'aime bien ON-2R pour pas écrire ça. Je trouve cette notation plus jolie justement parce que là on voit bien le rapport. Vous voyez, c'est ON à la fois orthogonal et de déterminant 1. Mais il faut que ce soit orthogonal pour être dans SON. Pas seulement ça. Hein. Ne croyez pas que... Vous voyez, les deux sont importants. Si on ne met pas ça, c'est faux parce qu'on prend les matrices de déterminant moins 1. Si on ne met pas ça, c'est faux parce qu'on prend plein de matrices qui ont un déterminant 1 mais qui n'ont pas du tout la propriété d'être orthogonales. D'accord? Allez, on passe aux endomorphismes. Proposition, c'est tout bête, hein? Avec le résultat 7 précédent, c'est tout bête. Proposition, je vous écoute. Soit F appartenant à L de E. Je rappelle que E est ou pas? Allez, je rappelle. E est un espace vectoriel euclidien pour un produit scalaire. Noté / je pense pas qu'on en ait besoin dans cet énoncé. Je vous écoute. Si F appartient à grand O de E, le déterminant de petit f appartient à 0,1. Certainement. Moins 1, bien sûr. Preuve. Qu'est-ce qu'il suffit de choisir? Eh oui,
une base orthonormale de grand E. Pour f appartenant, le déterminant de petit f, c'est le déterminant de la matrice dans la base bêta de petit f, et la matrice dans la base bêta de petit f, tout est en place pour que ce soit une matrice ortho. Alors ça, c'est bêta, une base BON que j'appelle bêta. Donc on a une base bêta, l'endomorphisme il est orthogonal, donc la matrice elle aussi elle est orthogonale. Et donc, det de f, donc déterminant de f, appartient à moins 1, puisque déterminant, son déterminant de la matrice dans la base bêta de petit f appartient à moins 1. J'insiste, il n'y a pas d'équivalence. Les endomorphismes orthogonaux ont un déterminant soit égal à moins 1, soit égal à 1, mais la réciproque est fausse. Vocabulaire et notation. Allez, juste notation. On pose, je vous écoute, SO de E égale l'ensemble des petits f appartenant à grand O de E dont le déterminant de petit f égale 1. Et ça, parfois, on le note O plus de E. Et on note O moins de E égale quoi? O de E privé de SO de E. Et ça, c'est l'ensemble des petits f appartenant à grand O de E dont le déterminant égale moins 1. Qu'est-ce qui est un groupe là-dedans? Et on ne va pas la faire parce que c'est exactement la même. Mais il y a une légère subtilité. Proposition. Alors, qui est un groupe là-dedans? Et si oui, pour quelle loi, forcément? C'est oui. C'est SO de E égale O plus de E est un groupe pour... Mais non, pas fois. Pour la composition. Pour rond, la composition. Preuve. Oui. Ça, j'avais déjà fait ça? Pas la notation, mais la preuve, oui. Pas la notation, mais la preuve. J'avais déjà fait ça? Oh bon, alors je l'ai fait 2 fois. D'accord. Tant pis, excusez-moi. Il n'y en a aucune. J'avais oublié que j'avais déjà fait. Oui, alors donc, pour la composition, vous êtes d'accord? Pas pour la fois, pas parfois. Hein. Alors, épreuve, vous adaptez. Alors du coup, cette fois, je ne la fais pas. Adapter la preuve, vue pour quoi? Vue pour SON de R, mais ici avec fois à quoi? À SO de E, virgule, rond. Alors, vous savez qu'il y a le lien, c'est que la matrice d'une composée, c'est le produit des matrices. Bon, ben, je suis... Hop. Du coup, je ne la fais pas, celle-là. Alors, 7, 5, maintenant. 7, 5...
7, 5. Produit mixte. Qu'est-ce qu'on appelle le produit mixte? Alors, définition. Je rappelle que cette fois, on va en avoir besoin. E est un espace vectoriel euclidien de dimension n. N appartient à n étoiles. Et voilà. Dans cet espace vectoriel de dimension n, on va classer les bases orthonormales en deux catégories. Notion de base orthonormale directe. Ceci dit, vous le savez déjà ça, hein, ou indirecte. Notion de base orthonormale directe ou indirecte. Rappel, on peut orienter. Vous savez qu'un petit rappel, c'est ça en fait, c'est juste le rappel que je veux mettre en place ici. Est-ce que vous vous souvenez qu'à l'intérieur des bases d'un espace vectoriel, il n'y a que deux classes d'équivalence, celle qu'on appelle directe et celle qu'on appelle indirecte. Mais ces deux classes d'équivalence sont le produit d'un choix complètement arbitraire. Au départ, on dit celle-là, elle est directe. C'est pour ça que dans le plan habituel, le sens trigonométrique est celui-là. C'est parce qu'un jour, on a dit c'est hop, hop qui est direct. Si on avait dit le contraire, tout serait à l'envers. Donc, on oriente, ça s'appelle orienter. On oriente E en choisissant l'une de ces bases comme étant une base dite directe. Alors, on va l'appeler bêta 0 comme étant une base directe. Rappel, suite. Comment on sait, une fois qu'on a choisi une base directe, qu'une autre base est directe ou indirecte? Pour bêta, une base quelconque. Pour bêta, une base quelconque de grand E, on dit que deux points bêta est directe si et seulement si, je vous écoute, déterminant dans la base qu'on a choisi comme référence de bêta est strictement supérieur à 0. Et on dit que bêta est indirecte si et seulement si le déterminant dans la base bêta 0 c'est celle qu'on a choisie comme référence, hein. Dans la base bêta 0 de bêta est strictement négatif. Pourquoi ça ne peut pas être 0? Ah non, non, non. Ah non, 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 ça peut... Ah non, non, c'est pas du tout que bêta égale bêta 0. Hein. Bêta peut être vraiment une base quelconque. Hein. Par exemple, dans Rn, on a vu qu'il y avait une base plus ou moins canonique, E1, E2 jusqu'à En, mais on a manipulé des fois des bases qui n'étaient vraiment pas du tout. Hein. En classe, dans R4, là, il y a 2 jours, là, il y a le premier vecteur commencé par 1, 2, 3, 0, 1, ou un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une fois qu'on a choisi une base directe, on peut décider pour toutes les autres bases si elles sont soit directes, soit indirectes. À l'aide de ce critère, on calcule le déterminant de la nouvelle base dans la base de référence. Si on trouve quelque chose de strictement positif, on dit qu'elle est directe. Si on trouve quelque chose de strictement négatif, on dit qu'elle est indirecte. Ma question, c'est pourquoi il n'y a pas de troisième cas? Pourquoi si on trouve 0, qu'est-ce qu'on fait?
Mais ça peut être 0 parce que ça veut dire qu'elle n'est pas inversible et donc c'est pas une base. Exactement. Ça ne peut pas être 0 parce que le déterminant d'une base n'est jamais nul. C'est même ce qui caractérise le fait qu'une famille est une base. Une famille est une base si et seulement si son déterminant est non nul dans la base bêta 0. Donc, déterminant de bêta, remarque, je le mets, hein. Remarque, bêta est une base de E, donc d'être dans la base de référence de bêta ne peut pas être nul, évidemment. Alors, bon, bah pour les BEND, c'est pareil, hein. Soit maintenant, donc, qu'est-ce qu'on appelle? Alors, on va choisir une BEND de référence. D'accord? On appelle base orthonormale directe. Base orthonormale directe. Et on le note souvent BOND. Ilona, s'il te plaît, ne dis pas bande. Une base de E qui est à la fois orthonormale et qui est à la fois orthonormale et directe. En fait, pour ce faire, on choisit, le plus souvent, on choisit en pratique une base orthonormale de E comme étant directe, ce qui permet de déterminer le fait que toutes les autres le soient ou pas. Le fait que toute autre BEND, ce qui permet de déterminer si toute autre BEND, si une autre base orthonormale directe, c'est vrai que c'est un peu long, donc j'écris BEND, si une autre BEND est directe ou non. Bon, dans R3, disons dans l'espace usuel, c'est quoi votre base orthonormale directe? C'est le truc de physique, là. La règle de la main droite, IJK. Ça vous va? Là encore, vous auriez pu prendre la main gauche. Hein. IJK. Ça aurait pu être une BEND directe. Une BEN. Ben non, c'est celle-là. C'est issu d'un choix. D'accord? Donc toutes celles qui ont la même orientation que celle-là, là. Vous voyez que les BEND dans l'espace, elles sont comme ça. Donc toutes celles-là, là, elles sont directes. Et toutes celles-là, indirectes. Bon. Mais c'est issu d'un choix. C'est la règle du tire-bouchon aussi. La règle du tire-bouchon, si le tire-bouchon tourne de I vers J, il monte dans K. Peut-être êtes-vous moins sensible à cet argument. Mais moi, il me touche particulièrement. Parce qu'au contraire, le bonhomme d'Ampère, j'ai jamais rien compris. Hein. Enfin si, mais il faut savoir par où entre l'électricité. Vous avez jamais entendu parler d'un mec qui est couché sur le fil, l'électricité rentre par un bras Non, jamais. Le bonhomme d'Ampère, ça vous dit rien? Eh ben c'est très bien. Parce que moi, on m'a enseigné ça avec le bonhomme d'Ampère. Bon, maintenant je peux donner la définition du produit mixte. Ça commence par une proposition et définition. Proposition et définition. Alors,
Je vous rappelle que on est dans un espace de dimension n. Hein. Donc, on ne peut faire de déterminant que de familles de n vecteurs. Ça, vous l'avez compris. Les déterminants s'adressent à 3 vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 3, 4 vecteurs dans un espace vectoriel de 4. D'accord ? Nous, on est dans un espace vectoriel de dimension n. Donc, il faut qu'on prenne une famille grand F, V1, V2 jusqu'à Vn, une famille de n vecteurs, hein, ça c'est appartenant à E exposant n, hein, je le précise quand même, F est une famille de n vecteurs de grand E dont la dimension est n. Hein. On ne prend pas n vecteurs au hasard. Bien sûr, dont la dimension est n. La partie proposition, c'est le déterminant. Le déterminant de grand F dans toutes les bases orthonormales directes de E est le même. Le déterminant de grand F dans toutes les... Bon, j'écris BOND, mais vous pensez base orthonormale de E est le même. Ce scalaire s'appelle le produit mixte. Le produit mixte de V1, V2 jusqu'à Vn. Alors, voilà pour la part. Vous voyez que les deux sont donnés en même temps. Hein. Une notation d'ailleurs, on note alors, ainsi, on le note. Alors, on met des crochets comme ça, tout simplement. V1, V2 jusqu'à Vn avec des crochets. Si on doit résumer la situation, qu'est-ce que je peux écrire? Ainsi, pour V1, V2 appartenant à... Pour V1, V2, 3 petits points, Vn appartenant à E exposant n, on résume la situation en disant que le produit mixte de V1, V2 jusqu'à Vn, c'est det déterminant, ici dans une BOND, de V1, V2 jusqu'à Vn. Formulette à retenir, le produit mixte, c'est le déterminant dans une base orthonormale directe. Oui. Est-ce que ça change que c'est direct ou pas? Eh bien oui, ça change. Parce que si on prend le déterminant dans une base orthonormale indirecte, il va changer de signe. Et ma phrase qui est là, devient fausse. Le déterminant de grand F dans toutes les BOND de E est le même. Alors, justement, faites-moi la preuve de cette propriété. Preuve. Comment on fait ce type de preuve? En fait, c'est une preuve d'unicité. Il faut dire que ce truc-là, le déterminant dans une BOND de V1, V2 jusqu'à Vn, ne dépend pas du choix de la base orthonormale. Donc il faut prendre deux bases orthonormales directes, soit β1 et β E, deux bases orthonormales directes de grand E. Vous souvenez-vous, vous avez... C'est bon là, je peux effacer la définition des propriétés? Je me souviens plus du rythme, à force d'écrire tout seul dans mon tableau là-bas. C'est bon là? Donnez-moi la formule du calcul d'un déterminant après changement de base.
Parce que nous, ce qu'on veut comparer, c'est quoi? C'est déterminant dans la base bêta 2 de f. Alors, c'est quoi? C'est det dans la base bêta 2 de bêta 1 multiplié par déterminant dans la base bêta 1 de quoi? De f. Or, donc il faut s'intéresser à quoi? Or, ici, le déterminant dans la base bêta 2 de bêta 1, c'est quoi? C'est le déterminant de la matrice de passage de bêta. Alors, en fait, regarde, c'est de bêta 2 vers bêta 1. Puisque c'est on écrit les vecteurs de bêta 1 en fonction de bêta 2. Tout le monde me suit? C'est la matrice de passage de bêta 2 vers bêta 1. Vous voyez pourquoi? On écrit les coordonnées de bêta 1 là, dans la base bêta 2 et on prend le déterminant. Bon, oui, mais bêta 1 et bêta 2 sont deux. Or, bêta 1 et bêta 2, bêta 1 et bêta 2, ça c'est quoi en fait? Mais mettons vraiment les choses, vraiment les choses au point. Si vous voulez, je vais écrire égal déterminant de P, où P égale quoi? Je mets vraiment les choses au point. C'est le passage. Alors, ici, si vous voulez, c'est ce que je viens d'écrire, c'est passage de bêta 2 vers bêta 1. Mais ça vrai, c'est quoi? C'est math. C'est math dans la base bêta 2 de bêta 1. Ça vous va? Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Si vous n'aimez pas la notation matrice de passage, vous écrivez ça. Les coordonnées de bêta 1 écrites en colonne dans la base bêta 2. Bon, il se trouve que c'est ça. Mais bêta 1 et bêta 2 sont deux bases orthonormales. Sont deux bases orthonormales. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de P? P, qui je le rappelle, est math dans la base bêta 2 de bêta 1. Ça appartient à quoi? La matrice d'une BOND dans une BOND. D'une base orthonormale dans une base orthonormale pour l'instant. C'est une matrice orthogonale. Appartient à ON de R. De plus, donc quoi? Déterminant de P est moins 1 ou 1. De plus, bêta 1 et bêta 2 sont de même sens. Ça vous va? Or, c'est quoi deux bases de même sens? Vous vous souvenez de la relation d'équivalence qui classe les bases en les bases directes et les bases indirectes? La relation d'équivalence, c'est j'ai le même sens qu'une autre base si le déterminant de l'une par rapport dans l'autre est positif. Positif. L'histoire d'orientation des bases, ça marche même si elles ne sont pas orthonormales. Il y a toutes les bases qui ont un déterminant l'une par rapport à l'autre égal à 1, positif, on dit que ça c'est les bases directes, et toutes les bases qui ont un déterminant l'une par rapport à l'autre négatif, on dit que c'est des bases indirectes. Mais nous, dans chacune de ces deux classes d'équivalence, on prend une toute petite partie. Celles qui sont non seulement des bases, mais des bases orthonormales. D'accord? Mais de même sens, donc,
qu'est-ce que je peux dire du déterminant dans la base de bêta 2 de bêta 1 égale déterminant de P? Ça, c'est strictement positif. C'est-à-dire que déterminant de P appartient à moins 1. Donc ici, j'ai déterminant dans la base bêta 2 de bêta 1 appartient à moins 1. Comme il est strictement positif, on a déterminant de la base, dans la base bêta 2 de bêta 1 qui vaut 1. Alors, si vous enchaînez cette information-là, ici, déterminant dans la base bêta 2 de ça, avec cette information-là, vous obtenez déterminant dans la base bêta 2 de f égale déterminant dans la base bêta 1 de f. J'arrive. Alors, déterminant dans la base bêta 2 de grand F égale déterminant dans la base bêta 1 de grand F. Je t'écoute. À quel moment on a dit qu'elles étaient de même sens, bêta 1 et bêta 2? Parce que c'est deux bases orthonormales directes. Directes, elles sont toutes les deux dans la catégorie des directs. Ça vous va, ça, ou pas? Ça fait référence à un cours sur ce qu'on appelle l'orientation d'un espace vectoriel. On classe les bases en deux catégories, les directs et les indirects. Et c'est la classe d'équivalence pour la relation d'équivalence, avoir un déterminant l'une par rapport à l'autre strictement positif. Compris? D'ailleurs, maintenant, on peut faire une remarque sur notre preuve. Comment savoir si j'ai ma BOND de référence, comment savoir si une base orthonormale est directe ou indirecte? Je calcule sa matrice dans la base de référence, et elle doit être à la fois matrice orthogonale, pour que ma nouvelle base soit orthonormale, et de déterminant 1 pour qu'elle soit directe. Remarque. Soit bêta 0, une base orthonormale directe. Attention, le D, c'est ça qui t'avait échappé. Le D, c'est direct. Une base orthonormale directe de grand E. Et bêta, une base quelconque de grand E. Une base quelconque de grand E. À quel prix bêta est une base orthonormale directe de grand E? Si et seulement si. Alors, si vous n'aimez pas la matrice de passage, je vais écrire ce que c'est. C'est mat dans la base bêta 0 de bêta. Ça, c'est passage de bêta 0 vers bêta. Hein. Moi, je l'appelle comme ça, mais si vous préférez essayer d'écrire comme ça. Appartient à quoi? Mieux que ça. SO N de R. Remarque importante parce que, en fait, quand tu dis SON de R, tu dis deux choses à la fois. Tu dis, hop, ici, hein, remarque, dans la remarque, bêta est une base orthonormale de E si et seulement si quoi? Si et seulement si la matrice, ça c'est un théorème qu'on a vu dans le cours d'avant. Quand on a déjà une BON, si bêta 0 c'est une base orthonormale directe, c'est déjà une base orthonormale. Donc, si je prends une base quelconque, comment savoir si c'est une base orthonormale? Il faut que la matrice, bon, moi j'appelle ça la matrice de passage, la matrice de l'une dans l'autre, soit une matrice orthogonale. Et d'autre part, bêta est directe
si et seulement si elle est de même sens que elle est de même sens que bêta 0, et ça, on sait que être de même sens que, ça s'écrit, il faut que le déterminant de l'une dans l'autre soit bêta. Donc, finalement, bêta est une base orthonormale directe. Je devrais écrire direct en fait. Tant pis. BON. Hein, ça c'est BON direct. Et ça c'est base orthonormale directe. Si et seulement si, les deux sont vrais. Si et seulement si. Math bêta 0 de B est orthogonal à déterminant strictement positif. Donc, et dans SON de R appartient à SON de R. Monsieur, Oui, dans la preuve précédente, si on avait pris B1 et B2 de base orthonormale indirecte, on aurait eu le même résultat, non? Parce que B1 et B2 seraient aussi... tout à fait. Le produit mixte, on aurait pu choisir de l'écrire dans les bases indirectes, puisque le déterminant d'une base indirecte dans une base indirecte est direct et positif. En revanche, ce qui est faux, vous comprenez, c'est que si vous calculez le déterminant d'une famille de vecteurs dans une base directe ou indirecte, il va être multiplié par -1, l'un par rapport à l'autre. Bon, on privilégie les bases directes, c'est normal. Hein, on privilégie le sens trigo au sens... je veux dire, les angles positifs, on les compte dans le sens trigo. Le produit mixte, on a décidé de le calculer dans les bases directes. D'accord? Bon, voilà pour le produit mixte. Alors, est-ce que vous vous souvenez de peut-être une interprétation géométrique dans R3, interprétation géométrique dans R3, le produit mixte, c'est un déterminant. Est-ce que vous avez vu dans la vidéo qui était une interprétation géométrique du déterminant que ça permettait de calculer un volume dans l'espace? D'accord? Donc, eh bien, c'est quoi le produit mixte, finalement? Remarque, interprétation géométrique. Interprétation peut-être géométrique. Le produit mixte dans un espace vectoriel de dimension 3, hein, dans E, permet de mesurer le volume, un volume algébrique, quand l'unité de volume est donnée par le choix d'une base orthonormale directe. Et donnée par le choix d'une base orthonormale directe. Par exemple, dans R3, exemple, plus généralement dans E, l'ensemble de tous les vecteurs du plan, je vous donne 3 vecteurs quelconques. Comme ça et comme ça. Bon, vous imaginez le parallélépipède construit sur ces 3 vecteurs. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ça vous va? Là c'est 0, ça c'est V1, ça c'est V2 et ça c'est V3.
L'idée, c'est de calculer le volume de ce parallélépipède. Alors, on sait que le déterminant permet de le faire. Mais le déterminant dans une base orthonormale directe permet de le faire si on a choisi le fait que... Alors, je le fais séparément, mais en fait, elle est là, quelque part, là. Ben, je pourrais peut-être la faire ici, d'ailleurs. Ici, vous avez I. Là, vous avez J. Là, vous avez K. Et donc, une base IJK, qui, elle, est une base orthonormale directe. Hop, IJK, qui vous fournit une unité de volume. Ça, c'est le volume 1 positif. Ça, là, le petit vert, là, si je le fais comme ça, je ne sais pas si ça va être très beau si je double mon dessin. Je préfère faire ici le parallélépipède et ici reprendre le volume 1 dit positif. IJK. C'est quoi le produit mixte de IJK? C'est le déterminé, c'est une base orthonormale directe. Donc son déterminant c'est 1. Donc si ça c'est l'unité de volume, vous voyez que je ne la refais pas ici. Qu'est-ce que c'est que le produit mixte de V1, V2, V3? C'est le volume du parallélépipède. Le produit mixte de V1, V2, V3, c'est le volume algébrique de, je sais pas, un solide. Vous appelez comment les solides en... Ce parallélépipède-là, hein, du parallélépipède construit, et le volume algébrique, ben, je vais écrire en toutes lettres. Du parallélépipède, construit. Ah oui, d'accord, sur V1, V2, V3, pas sur le produit mixte. Merci, merci. Bon, et on termine alors avec 8, pardon. 8. Alors, voilà pour cette partie. Hop, dernier point du cours. Vous voulez que je laisse? Non, c'est bon. Dernier point du cours. 8. Description. Alors là, j'aurai pas le temps vraiment de le faire. De O2, de R. Je vais donner des résultats, mais j'aurai pas le temps de faire l'épreuve. Description de O de R et de grand O de E2. Alors, que signifie le titre? Déjà, bon, le premier, c'est assez simple. Ici, E2 est un espace vectoriel de dimension 2. Alors attention à tous ces sigles, hein, parce que espace vectoriel euclidien, ça veut dire un R espace vectoriel de dimension 2 muni d'un produit scalaire qu'on note crochet et qui a une norme associée double barre, hein, etc. Alors, premièrement, 8.1, description de O2 de R. Tac,
Tac, tac. Rappel. Qu'est-ce que c'est que O2 de R? Matrice A appartenant à M2 de R et vérifiant transposé de A fois A égale, on peut spécifier puisque maintenant on sait qu'on est en dimension 2, égale I2. Un petit rappel, qu'est-ce que c'est que SO2 de R? C'est l'ensemble des matrices A appartenant à O2 de R dont le déterminant vaut 1. Attention, c'est un sous-ensemble du précédent. C'est-à-dire que je peux écrire A appartenant à M2 de R tel que quoi? Transposé de A fois A égale I2 et déterminant de A égale 1. C'est-à-dire que c'est O2 de R, remarque, il sert un peu moins, mais SO2 de R, c'est O2 de R inter SL2 de R. Ici, il faut bien mettre O2. Si là, à la place de O2 de R, vous mettez M2 de R, vous ne définissez pas SO2 de R, vous définissez SL2 de R. Alors, le théorème, il n'y a alors, le théorème, allez, proposition, ça tient en deux propositions. Donc, les matrices de O2 de SO2 de R, SO2 de R sont les matrices de la forme. Alors, que signifie cette phrase? Que signifie cette phrase quand on dit les matrices de SO2 de R sont les matrices de la forme? Ça veut dire que si une matrice est dans SO2 de R, alors elle a forcément la forme que je vais écrire. Mais réciproquement, si elle a la forme que j'écris, alors elle est dans SO2. Autrement dit, je donne une condition nécessaire et suffisante sur sa forme pour qu'elle soit dans SO2. Je dis que les matrices sont celles qui ont la forme suivante. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Cos θ, sinus θ en première ligne, moins sinus θ, cosinus θ en deuxième ligne, où θ appartient à grand R. Non? Vous avez jamais vu ce genre de... Non, je veux dire, mais... Bon, ça s'appelle une matrice de rotation. Vous avez jamais utilisé ça en physique? Non? Bon. Grand 2. Les matrices de S de O2 de R privées de SO2 de R sont les matrices de la forme. Alors, je vous les mets où? Ici, que ce soit S phi égale, alors, cosinus phi, sinus phi, phi va être un réel. Pensez qu'il y a juste à échanger le signe qui passe le moins 1 là, qui passe de haut en bas. Autrement dit, là vous allez avoir un sinus phi et là un
moins cosinus phi. Hop. Où phi appartient à R. Je peux écrire le résultat sous quelle forme? Ainsi on peut écrire SO2 de R égale O2 plus de R. Là, ça peut porter, c'est quand même pas mal, puisque là, j'ai O2 de R privé de SO2 de R. Ça, c'est O2 moins de R. Alors, la première, c'est l'ensemble de toutes les matrices de la forme Rθ, quand θ décrit R. Et l'autre, c'est l'ensemble de toutes les matrices S phi, quand phi décrit R, où Rθ et S phi sont ces deux matrices, où pour θ et phi appartenant à R, ou avec pour θ et phi dans R. Alors, Rθ égale cos θ sinus θ moins sinus θ cos θ, et vous avez une S indice phi qui est cosinus phi, sinus phi, sinus phi et moins cosinus phi. Une partie de la preuve. Ben, la plus simple, hein. On va faire la plus simple. Est-ce que tu peux allumer? On va faire la plus simple, à savoir quoi? Ben, ces matrices sont orthogonales. Celles-là sont orthogonales directes et celles-là sont orthogonales indirectes. Bon, est-ce qu'il est clair que Rθ, il est clair que quel que soit, que pour θ appartenant à R, Rθ appartient à O2 de R. Pourquoi je le vois tout de suite? Est-ce que j'ai besoin de calculer sa transposée ou quoi que ce soit? Quelle est sa première colonne? Cos θ sinus θ. Sa deuxième colonne, moins sinus θ cosinus θ. Si vous en faites le produit scalaire usuel dans R2, ça fait cosinus fois moins sinus plus sinus cosinus. Ça fait 0. Donc les deux colonnes sont orthogonales. Quelle est la norme du premier vecteur colonne? Pourquoi? Racine de cos carré plus sinus carré. Quelle est la norme de la colonne 2? C'est la même, hein? En effet, allez, en effet, C1 égale cos θ sinus θ et C2 égale moins sin θ cos θ est une famille ortho, est une base, hein, même. Bon, enfin bon, c'est une base, pourquoi? Parce qu'on est en dimension 2, mais c'est surtout une famille. Bon, j'écris base parce qu'on est en dimension 2 si elle est orthonormale, hein, c'est une famille orthonormale de R2. De plus, quel est le déterminant de Rθ? Ben, c'est cos carré plus sinus carré égale 1. Ainsi, qu'est-ce qu'on a montré?
quel que soit θ appartenant à quoi appartient Rθ, à grand O, à grand SON, à SO2 de R. De même, alors ça c'est à peu près clair, on montre aussi facilement que quoi? Facilement que quel que soit phi appartenant à R, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la matrice? Donc ici vous pouvez écrire Rθ appartient à O plus 2 de R. Alors, appartient à O2 de R privé de SO2 de R, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la notation S phi appartient à O moins 2 de R. Je vous écoute. Est-ce que les deux colonnes forment une famille orthonormale pour le produit scalaire usuel de R2? Cosinus, cosinus, c'est bon? La norme, ça marche aussi? Mais le déterminant, c'est moins cos carré, moins sinus carré, et ça fait moins 1. Bon, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans la preuve? Les réciproques. Réciproques, c'est quoi les réciproques? Si une matrice de 2 est orthonormale directe, alors elle est forcément de la forme Rθ. Et si elle est indirecte, alors elle est forcément de la forme S phi. Et ça, je vous le laisse aller le voir dans le poly parce qu'il est midi. Voir le poly. Ça vous va? Est-ce que, juste pour finir, parce que il serait quand même dommage de ne pas se rendre compte que Rθ, c'est quand même la matrice de passage, remarque, si on se place dans P, muni de la BOND, de usuelle, muni d'une structure usuelle, d'une structure euclidienne. Alors ça veut dire quoi cette phrase? Euclidienne usuelle, c'est qu'on fait le produit scalaire comme d'habitude, que les bases orthonormales sont comme ça, dans le sens dit trigonométrique, et que le produit scalaire est celui de la physique. Norme d'un vecteur, fois norme de l'autre, fois cosinus de l'angle. Remarquez qu'on ne sait pas trop ce que c'est que l'angle, mais tant pis. Qu'est-ce que c'est que Rθ dans cette configuration? Ici, vous avez le cercle trigo, que j'ai perdu l'habitude de faire. Hop. Là, vous avez le vecteur issu de I après une rotation d'angle θ, et là, vous avez le vecteur issu de J après une rotation d'angle θ. Donc ici, j'écris I. Celui-là, je l'appelle Uθ. Celui-là, je l'appelle Vθ. Donnez-moi les coordonnées de Uθ et Vθ dans la base, matrice dans la base IJ de Uθ. Qu'est-ce que c'est? C'est cos θ et sinus θ. Quelle est la matrice dans la base IJ du vecteur V, indice θ? C'est cosinus de θ plus pi sur 2, vous êtes d'accord? Sinus de θ plus pi sur 2. Oui, mais ça, c'est quoi? Regardez, si on fait ici les projetés, tac, 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 le cosinus de θ plus pi sur 2, ici j'ai le sinus et le cosinus.
Donc le cosinus c'est moins sinus de θ, et le sinus de θ plus pi sur 2 c'est cosinus. Autrement dit, quelle est la matrice dans la base IJ de la famille Uθ Vθ? C'est cos θ sinus θ moins sinus θ cos θ. Qu'est-ce que vous reconnaissez? C'est Rθ. Donc, en fait, je dis que Rθ est la matrice de passage de la base orthonormale directe IJ vers la base orthonormale directe U de θ V de θ. On dit que, et c'est pour introduire la suite, on dit que Rθ est la matrice de la rotation d'angle. Alors θ, vous voyez, on met modulo de pi. Autrement dit, Rθ est la matrice de la rotation d'angle. Une toute petite avancée, parce que finalement je n'ai pas réussi à finir le cours, donc il y aura une mini-séance qui s'appellera fin du cours sur le produit scalaire, et puis on fera début du cours sur le dénombrement. Est-ce que vous voyez que comme il n'y a que deux catégories de matrices orthogonales 2,2, il n'y aura que deux catégories d'endomorphismes orthogonaux 2,2? Les endomorphismes dans les matrices sont les Rθ, et les endomorphismes dans les matrices sont les S-phi. Autrement dit, en dimension 2, il n'y a que deux catégories d'endomorphismes orthogonaux. Il n'y a que deux catégories d'endomorphismes qui conservent les longueurs. Ceux dont les matrices ressemblent à Rθ, on les appellera des rotations, évidemment. Et la question c'est, qui sont les autres à votre avis? Qui sont les autres à votre avis? Il n'y a pas de translation quand on fait de la géométrie vectorielle. Les translations, c'est quand on fait de la géométrie affine. Les symétries orthogonales. Est-ce que vous voyez, on a déjà dit qu'une symétrie orthogonale était un endomorphisme orthogonal. Est-ce que vous voyez, par exemple, sur ce schéma, que celle par rapport à RI transforme la base IJ en la base I-J? Donc elle transforme une base orthonormale directe en une base orthonormale indirecte. Certes, c'est un endomorphisme orthogonal, mais ça sera un endomorphisme orthogonal indirect. Donc là déjà, on ne sera pas surpris, ce que je voulais écrire en cette fin de séance, mais j'ai compris que vous devez partir, c'est qu'il n'y a que deux catégories d'endomorphismes qui conservent les normes en dimension 2. Il y a les rotations et les symétries orthogonales par rapport à une droite, qu'on appelle une réflexion. Bon appétit.